L'année 1941 commença avec le monde déjà divisé en deux. L'Europe brûlait sous les bottes de la Wehrmacht, le Pacifique bouillonnait de tensions impériales et la Méditerranée était une autoroute d'acier et de poudre. Mais à l'extrémité orientale du Moyen-Orient, coincé entre la mer Caspienne et le golfe Persique, l'Iran restait formellement neutre. Son roi, Reza Shah Pahlavi, avait construit cette neutralité avec soin pendant 2 décennies, tissant une politique étrangère qui lui permettait de moderniser le pays sans tomber complètement sous l'orbite d'aucune puissance étrangère. C'était un pari risqué et en 1941, le temps de ce pari s'épuisait. L'Iran n'était pas simplement un territoire de plus, c'était le corridor entre le monde industrialisé du Nord et les champs pétrolifères les plus convoités de la planète. Son sous-sol abritait des réserves que l'Anglo-Iranian Oil Company, prédécesseur de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de BP, exploitait depuis 1913. Les raffineries d'Abadan, dans le sud-ouest du pays, étaient les plus grandes du monde à cette époque, capables de traiter des millions de barils par an. Quiconque contrôlait l'Iran contrôlait une artère énergétique d'une importance stratégique incalculable. Mais le pétrole n'était qu'une partie de l'équation. L'autre était la géographie. Lorsque l'Allemagne attaqua l'Union soviétique le 22 juin 1941 lors de l'opération Barbarossa, le plus grand déploiement militaire de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce moment-là, la situation changea de façon radicale. L'armée rouge subit des pertes catastrophiques dans les premières semaines, plus d'1 million de soldats entre morts, blessés et prisonniers, rien que durant les 2 premiers mois. Les divisions blindées allemandes avançaient de centaines de kilomètres par semaine. Moscou commença à calculer combien de temps elle pouvait résister sans approvisionnements extérieurs. La Grande-Bretagne, qui combattait seule l'Allemagne depuis la chute de la France en juin 1940, vit dans l'attaque contre l'URSS une opportunité et une obligation simultanée. Si l'Union soviétique tombait, l'Allemagne contrôlerait virtuellement le continent eurasiatique. Si l'URSS survivait, il existait la possibilité d'asphyxier Hitler dans une guerre sur 2 fronts. Churchill, qui détestait le communisme avec une férocité à peine dissimulée, l'exprima avec sa clarté habituelle. Il dit que si Hitler envahissait l'enfer, il serait prêt à dire du bien du diable au Parlement. Le 12 juillet 1941, à peine 3 semaines après Barbarossa, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique signèrent un accord d'assistance mutuelle. Le problème était de savoir comment acheminer les fournitures jusqu'à l'URSS. Les routes du Nord, à travers l'Arctique jusqu'à Mourmansk et Arkhangelsk, étaient extrêmement dangereuses. Les U-boots allemands et la Luftwaffe transformèrent ces convois en entreprises mortelles. La route du Pacifique, via Vladivostok, était bloquée par la neutralité soviéto-japonaise. Il restait une 3e option que les planificateurs alliés commencèrent à appeler le corridor perse. Une route qui traverserait le golfe Persique, parcourrait l'Iran du sud au nord et atteindrait les frontières soviétiques dans le Caucase et en Asie centrale. Pour activer ce corridor, il fallait d'abord sécuriser l'Iran. L'urgence du problème logistique était réelle et pressante. Les planificateurs du War Office britannique savaient que même si les fournitures atteignaient les ports arctiques soviétiques, le réseau ferroviaire qui devait les transporter vers l'intérieur était limité et soumis à la pression constante des attaques de la Luftwaffe. La route perse, en revanche, offrait un corridor terrestre que les bombardiers allemands ne pouvaient pas atteindre facilement depuis leurs bases en Europe occidentale. La distance entre Berlin et Abadan dépassait 4000 km en ligne droite, trop loin pour des opérations aériennes soutenues contre l'infrastructure du corridor. Le moment où l'idée du corridor perse passa d'une option théorique à une nécessité opérationnelle peut être daté avec une assez grande précision. À la fin juillet 1941, les rapports de l'état-major soviétique qui arrivaient à Londres décrivaient un effondrement sur les fronts baltes et ukrainiens d'une ampleur supérieure au pire scénario envisagé par les analystes britanniques. Le groupe d'armées nord-allemand avait pénétré de plus de 600 km en 3 semaines. Les soviétiques avaient perdu plus de chars en 1 mois que la Grande-Bretagne n'en produisait en 1 an. Il était évident que sans un flux massif de matériel extérieur, l'armée rouge ne pourrait pas se reconstituer à temps pour stopper l'avancée allemande avant l'arrivée de l'hiver. Il existait également une considération politique de premier ordre que les historiens soulignent souvent moins que la logistique.
Si l'Iran restait neutre et sa présence allemande incontrôlée, il existait la possibilité, même lointaine, que le pays finisse par faciliter activement les opérations de l'Axe au Moyen-Orient. En mai 1941, le mouvement de Rachid Ali al-Gailani en Irak avait précisément tenté cela: orienter le gouvernement de Bagdad vers l'Allemagne et potentiellement couper la ligne de communication britannique entre la Méditerranée et l'Inde. La Grande-Bretagne écrasa le coup en quelques semaines, mais l'épisode irakien montra que la menace n'était pas purement théorique. Un Iran pro-allemand en 1942, avec la Wehrmacht avançant vers le Caucase et l'Afrique du Nord, aurait créé une pince stratégique qu'aucun planificateur allié ne pouvait ignorer. Le général Rommel avançait en Afrique du Nord vers le canal de Suez, et si simultanément les forces de l'Axe obtenaient l'accès aux ressources pétrolières iraniennes, la géométrie de la guerre aurait changé de manière fondamentale et irréversible. Reza Shah et l'expérimentation modernisatrice. Reza Shah Pahlavi n'était pas un monarque de lignée ancienne. C'était un soldat qui était arrivé au pouvoir par la force et la détermination en 1921, lorsqu'il mena un coup d'État qui mit fin à la décadente dynastie Kadjar. En 1925, il fut couronné Shah, fondant la dynastie Pahlavi. Son modèle était Mustafa Kemal Atatürk, le réformateur turc qui transformait les vestiges de l'Empire ottoman en un État laïque et moderne. Reza Shah voulut faire la même chose avec l'Iran, avec moins de finesse politique mais avec une égale détermination. Pendant les années 20 et 30, l'Iran changea de manière vertigineuse sous son commandement. Des milliers de kilomètres de routes furent construits là où il n'y avait auparavant que des pistes de caravanes. La ligne ferroviaire transiranienne fut posée, une œuvre d'ingénierie extraordinaire qui reliait le golfe Persique à la mer Caspienne en traversant des chaînes montagneuses de plus de 2000 mètres. Des universités furent fondées, l'éducation fut laïcisée, le voile fut interdit dans les espaces publics, l'armée fut modernisée. Reza Shah rêvait d'un Iran capable de se tenir d'égal à égal face aux puissances étrangères. Le problème était que cette modernisation coûtait de l'argent, et l'argent provenait en grande partie du pétrole, qui restait sous contrôle britannique. L'Anglo-Iranian Oil Company versait au gouvernement iranien des redevances que les fonctionnaires iraniens considéraient comme indignement faibles, tandis que les actionnaires britanniques empochaient des fortunes. Reza Shah négocia un nouvel accord en 1933 qui augmenta légèrement les paiements, mais le sentiment d'exploitation coloniale persista comme une plaie ouverte dans la fierté iranienne. La structure même de l'enclave pétrolière d'Abadan illustrait la nature de cette relation. Les employés britanniques vivaient dans des quartiers résidentiels avec des jardins bien entretenus, des piscines, des clubs sociaux et des magasins approvisionnés en produits importés. Les travailleurs iraniens, qui constituaient l'immense majorité de la main-d'œuvre, vivaient dans des zones séparées aux conditions bien inférieures, sans accès aux installations récréatives de leurs collègues étrangers, et soumis à une structure salariale qui les plaçait en permanence aux échelons les plus bas de la hiérarchie. C'était le colonialisme industriel dans son expression la plus visible, et tout homme politique iranien qui voulait capitaliser sur le ressentiment populaire n'avait pas besoin de chercher loin pour trouver du matériel. Ce fut cette irritation envers la Grande-Bretagne qui poussa Reza Shah vers l'Allemagne. Il ne s'agissait pas d'une sympathie idéologique pour le nazisme, du moins pas à ses débuts. C'était une logique classique de politique étrangère. Chercher une troisième puissance capable de servir de contrepoids face aux deux puissances qui avaient historiquement maltraité l'Iran, la Grande-Bretagne au sud et la Russie au nord. L'Allemagne semblait être un partenaire idéal, éloigné, sans prétention territoriale sur l'Iran et doté d'une capacité industrielle formidable pour fournir des machines, des ingénieurs et de la technologie. Dans les années 1930, l'Allemagne était devenue le principal partenaire commercial de l'Iran. Plus de 1000 techniciens et ingénieurs allemands travaillaient dans le pays à la construction d'usines, de chemins de fer et d'installations industrielles. Les entreprises allemandes avaient des contrats se chiffrant en millions. De jeunes Iraniens partaient étudier à Berlin. L'ambassade allemande à Téhéran était l'une des plus actives de toute la région. Et lorsque la guerre éclata en Europe, Reza Shah proclama la neutralité iranienne dans l'espoir de pouvoir continuer à maintenir ses relations commerciales, tandis que le reste du monde se détruisait.
La relation avec l'Allemagne avait également une dimension symbolique que Reza Shah cultiva délibérément. En 1935, le pays fut officiellement appelé Iran au lieu de Perse dans les communications diplomatiques internationales, un changement que le Shah promut en partie en raison de sa résonance avec le concept arien, central dans l'idéologie raciale du nazisme. Le terme Iran dérive du même proto-iranien qui a donné le mot arien, et le gouvernement de Reza Shah utilisa ce lien linguistique et historique pour construire un discours d'identité nationale qui résonnait favorablement à Berlin, même si la réalité ethnique iranienne était beaucoup plus diverse et complexe que toute fantaisie aryenne. Ce que Reza Shah n'avait pas anticipé ou avait mal évalué, c'est que cette présence allemande sur le sol iranien allait devenir le prétexte parfait pour l'intervention alliée. Du point de vue de Londres et de Moscou, la présence de milliers de ressortissants du Reich dans le pays qui contrôlait le corridor perse constituait un risque inacceptable. Les soupçons d'espionnage, de sabotage et de préparation à une éventuelle alliance avec l'Axe se multiplièrent, même si les preuves concrètes d'activités militaires allemandes organisées étaient relativement limitées. La plupart des Allemands en Iran étaient des ingénieurs et techniciens civils et non des agents de renseignement. Mais en temps de guerre, la distinction devenait académique. L'opération Contenance, planification d'une invasion. L'opération Contenance, nom de code de l'invasion anglo-soviétique de l'Iran, fut conçue et exécutée avec une rapidité inhabituelle même selon les standards d'une guerre totale. Depuis que la Grande-Bretagne et l'Union soviétique avaient signé leur accord d'assistance mutuelle le 12 juillet 1941, il s'écoula un peu plus de 5 semaines avant le début des opérations le 25 août. C'était, à bien des égards, une opération improvisée au fur et à mesure, dictée par l'urgence de la situation sur le front oriental. Le plan divisait l'Iran en 2 zones d'opération clairement différenciées par la ligne de chemin de fer transiranienne. Les Soviétiques devaient attaquer depuis le nord en franchissant la frontière depuis l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et la mer Caspienne. Les Britanniques devaient attaquer depuis le sud en débarquant dans le golfe Persique et en avançant depuis l'Irak vers l'ouest du pays. La coordination entre les 2 forces était minimale. Il n'existait pas de chaîne de commandement unifiée et les objectifs opérationnels de chaque camp étaient essentiellement différents. Les Soviétiques voulaient créer un périmètre défensif au nord afin d'empêcher toute menace allemande via le Caucase. Les Britanniques voulaient sécuriser les champs pétrolifères d'Abadan et contrôler l'infrastructure du corridor d'approvisionnement. La force soviétique qui franchit la frontière le 25 août était formidable en nombre, bien que sa qualité réelle fût discutable compte tenu de l'état dans lequel se trouvait l'armée rouge après les premières semaines de Barbarossa. Le front transcaucasien, sous le commandement du général Dmitri Kozlov, déploya la 44e armée en Azerbaïdjan iranien et la 53e armée dans le secteur du Turkménistan et du Khorasan. Au total, plus de 100 000 soldats, plusieurs centaines de chars et une force aérienne tactique de plusieurs centaines d'appareils. La flotte soviétique de la mer Caspienne, bien que modeste, fournit un appui naval et effectua des débarquements amphibies sur la côte iranienne de la mer intérieure. Le composant britannique était numériquement plus réduit, mais logistiquement plus complexe. Le commandement de l'Inde, sous le commandement suprême du général Archibald Wavell, fournit les forces terrestres. La 8e division d'infanterie indienne, la 2e division blindée et plusieurs régiments supplémentaires. La Royal Navy déploya dans le golfe Persique une flottille comprenant des croiseurs légers, des destroyers et plusieurs transports de troupes. La Royal Air Force contribua avec des escadrilles basées en Irak et sur des porte-avions légers. Le total des forces britanniques et du Commonwealth engagées dans l'opération s'élevait à environ 40 000 hommes. Un élément qui complique l'évaluation morale de l'opération et le rôle des services de renseignement dans la fabrication du contexte qui l'a justifié. Le MI6 et le service de renseignement soviétique élaborèrent des rapports présentant la présence allemande en Iran comme faisant partie d'un plan coordonné visant à saboter le futur corridor de ravitaillement et à terme à faciliter une pénétration allemande vers le sud en direction du golfe Persique. Ces rapports constituèrent l'argument central des ultimatums présentés à Reza Shah. L'historiographie ultérieure a sérieusement remis en question la solidité de ces renseignements.
Nombre des supposés agents allemands identifiés étaient en réalité des techniciens sans aucune mission militaire connue et les plans de sabotage invoqués comme menace imminente n'ont jamais été corroborés par des documents capturés à la fin de la guerre. Les semaines précédant l'invasion furent marquées par une intense pression diplomatique sur Téhéran. La Grande-Bretagne et l'Union soviétique présentèrent des notes formelles exigeant l'expulsion de tous les citoyens allemands d'Iran. Reza Shah répondit par des délais, des compromis partiels et des demandes de garantie que les Alliés n'avaient aucune intention de fournir. Le 16 août, 10 jours avant le début de l'opération, les Alliés remirent un ultimatum: expulser les Allemands ou en assumer les conséquences. Le Shah répondit par un nouveau délai, proposant d'expulser les techniciens non essentiels tout en maintenant ceux dont la présence était, selon lui, indispensable au fonctionnement de l'infrastructure. C'était, rétrospectivement, une réponse inévitablement insuffisante. La décision d'envahir avait déjà été prise et les négociations étaient en partie un théâtre destiné à offrir une certaine couverture juridique et morale à l'opération. L'ambassadeur britannique à Téhéran lui-même, Sir Reeder Bullard, écrivit dans ses mémoires que l'expulsion des Allemands n'avait jamais été le véritable objectif de la pression alliée. L'objectif était le contrôle politique et militaire du pays. Les Allemands n'étaient qu'un prétexte commode. L'aube du 25 AOET. À 4 heures du matin du 25 août 1941, les colonnes soviétiques commencèrent à franchir la frontière iranienne en plusieurs points simultanément. Il n'y eut aucune déclaration de guerre préalable. Simplement, les chars T-26 et BT-7 de la 44e armée roulèrent vers le sud depuis l'Azerbaïdjan, tandis que les premiers rayons du soleil commençaient à éclairer l'Arara. Au même moment, dans le golfe Persique, les navires de guerre britanniques ouvrirent le feu contre les quelques unités navales iraniennes qui tentèrent d'offrir une résistance. L'armée iranienne de 1941 était une force modernisée sur le papier mais profondément limitée dans la pratique. Reza Shah avait investi des ressources considérables dans sa modernisation au cours des années 30 et sur le papier, il disposait de 9 divisions d'infanterie, de 3 brigades de cavalerie, de quelques bataillons blindés avec des chars d'origine tchèque et soviétique achetés dans les années 20 et d'une force aérienne de plusieurs centaines d'avions de diverses provenances. Le problème était que ces forces étaient conçues pour maintenir l'ordre intérieur et affronter des tribus rebelles, et non pour résister à 2 puissances industrielles de premier rang. La résistance iranienne fut sporadique et, en fin de compte, héroïque dans sa futilité. Dans le nord, les divisions cantonnées à Tabriz et dans le nord-ouest tentèrent de s'organiser pour faire face à l'avance soviétique, mais la vitesse de la pénétration blindée et l'écrasante supériorité aérienne rendaient impossible toute défense coordonnée. Les pilotes iraniens décollèrent dans leurs avions obsolètes et affrontèrent les appareils soviétiques les plus modernes avec un courage remarquable. Plusieurs furent abattus dans les premières minutes du combat. Les garnisons de villes comme Rezaïeh, l'actuelle Ourmia, et Makou résistèrent pendant des heures avant d'être submergées. Dans la ville de Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan iranien et deuxième ville du pays, l'impact psychologique de l'invasion fut immédiat et dévastateur. Les habitants se réveillèrent au son d'avions survolant la ville à basse altitude et de colonnes de poussière à l'horizon nord. Les autorités civiles reçurent des messages contradictoires de Téhéran tout au long de la matinée du 25 août. Ordre de résister, puis de négocier, puis à nouveau de résister. Dans ce chaos de communication, la garnison locale tenta d'établir des positions défensives aux principaux accès à la ville. Mais les chars de la 44e armée soviétique arrivèrent avant qu'une ligne cohérente puisse être organisée. À midi, Tabriz était sous contrôle soviétique sans presque aucun combat de rue. Dans le sud-ouest, la situation pour les Iraniens fut encore plus désespérée. Les forces britanniques débarquèrent dans le port de Bandar Shapur avec une précision millimétrique et la garnison locale, surprise et incapable de recevoir des renforts à temps, fut rapidement submergée. La priorité absolue des Britanniques était le complexe de raffinerie d'Abadan, et c'est vers celui-ci qu'ils dirigèrent leurs principaux efforts. Les ingénieurs iraniens de la raffinerie reçurent des garanties selon lesquelles l'installation ne serait pas endommagée. Les Britanniques voulaient ce pétrole intact et opérationnel.
Un épisode particulièrement dramatique des premiers jours fut le naufrage de la petite flotte iranienne dans le golfe Persique. L'Iran disposait de 3 canonnières et de plusieurs navires auxiliaires. Lorsque les navires de guerre britanniques apparurent devant Bandar Shapur, le capitaine de la canonnière Palang, longue de 40 mètres, prit la décision de sortir combattre des forces largement supérieures. Le navire fut coulé en quelques minutes. Les 2 autres canonnières tentèrent de fuir vers des eaux peu profondes, mais elles furent atteintes par des tirs d'artillerie navale et s'échouèrent sur la côte. Au total, la marine iranienne cessa d'exister comme force combattante en moins d'1 heure. Dans la mer Caspienne, la situation était différente, mais tout aussi déséquilibrée. La flottille soviétique de la mer Caspienne, composée de plusieurs patrouilleurs, d'un destroyer et de plusieurs transports de troupes, exécuta des débarquements amphibies à Bandar Pahlavi, l'actuel Bandar-e-Anzali, et à Noshar. Les petites garnisons côtières iraniennes n'avaient aucun moyen de résister à un débarquement appuyé par des tirs navals. En quelques heures, les soviétiques contrôlaient les principaux ports iraniens de la Caspienne. Ce qui rendait la résistance iranienne encore plus tragique était la déconnexion entre les soldats sur le champ de bataille et le commandement politique à Téhéran. Les commandements militaires iraniens reçurent des ordres contradictoires, d'abord résister, puis négocier, puis à nouveau résister. L'état-major central mit des heures à comprendre l'ampleur de ce qui était en train de se produire. Au moment où une ligne de communication cohérente fut établie entre Téhéran et les fronts, les colonnes soviétiques avaient déjà pénétré de plus de 50 km en territoire iranien et les Britanniques contrôlaient les accès au complexe pétrolier d'Abadan. La force aérienne iranienne mérite une mention particulière. Elle comptait environ 400 avions de diverses origines, parmi lesquels des chasseurs biplans Hawker Audax de fabrication britannique, des avions de reconnaissance italiens et quelques appareils de fabrication soviétique acquis les années précédentes. Face aux monoplans modernes de la VVS soviétique et de la RAF, ces aéronefs étaient techniquement obsolètes. Cependant, plusieurs pilotes iraniens décollèrent et combattirent ce premier jour, sachant parfaitement la disproportion de l'affrontement. Certains récits contemporains iraniens décrivent comment des escadrilles de 3 ou 4 appareils tentèrent d'intercepter les formations de bombardiers soviétiques au-dessus du nord-ouest. Aucun de ces efforts ne connut de succès militaire, mais ils constituèrent le seul récit de résistance héroïque que la mémoire collective iranienne put tirer de ces journées. L'effondrement militaire iranien et la fin du règne de Reza Shah. La résistance militaire organisée iranienne se prolongea à peine 3 jours. Le 28 août, le Shah ordonna un cessez-le-feu unilatéral. À ce moment-là, les pertes iraniennes s'élevaient à plusieurs centaines de morts et des milliers de prisonniers, bien que les chiffres exacts n'aient jamais été établis avec précision en raison du chaos de l'effondrement. Les pertes alliées furent beaucoup plus faibles. Les Britanniques perdirent environ 22 morts au combat et les pertes soviétiques, bien qu'elles n'aient jamais été publiées officiellement, s'élevèrent probablement à une 50aine de morts au combat. Le cessez-le-feu ne signifia pas la fin de la crise politique. Reza Shah se trouvait dans une position impossible. Il avait vu son armée s'effondrer en quelques jours. Les Alliés occupaient ses principaux ports et champs pétroliers, et la pression pour qu'il abdique devenait croissante. La Grande-Bretagne et l'Union soviétique ne lui faisèrent pas confiance. Son historique de sympathie envers l'Allemagne, bien que cela ne se soit jamais traduit par une alliance formelle, en faisait un partenaire inacceptable pour les objectifs de la guerre. Les Alliés voulaient un Iran coopératif et non simplement vaincu. Les semaines suivantes furent marquées par des négociations parallèles et des pressions croissantes. Les Alliés exigèrent l'expulsion immédiate de tous les ressortissants allemands et des pays de l'Axe, la remise du contrôle des infrastructures ferroviaires et portuaires et des engagements concrets de coopération militaire. Reza Shah se conforma à la plupart des exigences, mais la méfiance ne disparut pas. Les rapports du renseignement britannique continuaient de signaler des sympathies pro-allemandes au sein de secteurs de l'armée et de l'administration iranienne. Le 16 septembre 1941, Reza Shah Pahlavi abdiqua en faveur de son fils Mohammad Reza, un jeune homme de 21 ans que les Alliés considéraient comme plus facile à gérer. La décision fut en partie spontanée et en partie poussée par la pression alliée, bien que l'ampleur exacte de cette pression reste sujette à débat historique.
Certains historiens soutiennent que l'abdication fut pratiquement forcée par les ambassadeurs britanniques et soviétiques. D'autres avancent que Reza Shah vit la situation comme intenable et choisit de se retirer plutôt que de faire face à une humiliation encore plus grande. Un détail qui illustre la nature de la pression fut l'occupation de Téhéran en septembre 1941. Le 17 septembre, le lendemain de l'abdication, des troupes britanniques venues du nord de l'Irak et des troupes soviétiques venues du nord convergèrent vers la capitale dans un mouvement qui n'avait aucune justification militaire immédiate, mais qui constituait un message politique sans équivoque. Les colonnes de véhicules blindés défilèrent dans les principales avenues de la ville, tandis que les habitants observaient depuis les trottoirs en silence. La capitale de l'Iran, qui n'avait jamais été occupée par une puissance étrangère au XXe siècle, fut traversée simultanément par deux armées, dans ce qui fut essentiellement une démonstration de force dirigée à la fois contre les Iraniens et contre le monde. Le sort de l'ancien Shah fut triste. Contraint de quitter l'Iran, il fut embarqué à bord d'un navire de guerre britannique et emmené d'abord sur l'île Maurice, puis à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il mourut en juillet 1944, à l'âge de 66 ans, sans avoir jamais remis les pieds sur le sol de son pays. Ses restes demeurèrent en Égypte pendant des décennies, avant d'être finalement transférés en Iran après la révolution islamique de 1979, dans l'une des paradoxes les plus curieux de l'histoire iranienne du XXe siècle. L'homme qui avait été déposé par les alliés occidentaux fut symboliquement réhabilité par le mouvement qui renversa son propre fils au nom de l'anti-impérialisme. L'histoire offre rarement des ironies aussi parfaites. Son fils, Mohammad Reza Shah, commença son règne dans les circonstances les plus adverses possibles. Le pays occupé par deux puissances étrangères, l'armée démoralisée, l'économie soumise aux besoins de la logistique de guerre alliée et sa propre autorité réduite à une ombre de celle qu'exerçait son père. Le jeune monarque avait 21 ans lorsqu'il fut intronisé. Il avait été éduqué en Suisse, parlait parfaitement le français, admirait la modernité occidentale et n'avait aucune expérience réelle de gouvernement. Les ambassadeurs alliés à Téhéran le décrivaient dans leurs rapports comme intelligent mais incertain, désireux de plaire à ses interlocuteurs étrangers et dépourvu de la brutalité calculée qui avait caractérisé son père. Durant les premières années de son règne, le Shah gouverna avec une marge d'autonomie extraordinairement réduite. Chaque décision importante devait être négociée avec les commandants alliés, et le Parlement iranien, libéré de la tutelle répressive de Reza Shah, connut une période d'effervescence politique que le jeune monarque pouvait à peine contrôler. Le nouveau Shah allait devoir naviguer avec une grande habileté pour conserver une certaine marge de manœuvre, et cet apprentissage dans les conditions les plus extrêmes forgea en lui les réflexes de survie politique qui marqueraient son règne jusqu'à son propre renversement en 1979. Le corridor persan, l'artère vitale de la victoire. L'Iran étant sous contrôle allié, commença la tâche titanesque de transformer ce corridor géographique en une machine logistique capable de déplacer des millions de tonnes de matériel de guerre vers l'Union soviétique. Ce que l'on appela officiellement le corridor persan, et que les soldats soviétiques nommaient simplement la route iranienne, devint l'une des entreprises d'ingénierie et d'organisation les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Le point de départ était le golfe Persique, où les ports de Bandar Shahpur, Khorramshahr et, surtout, Bandar Abbas devaient être transformés pour gérer un volume de trafic pour lequel ils n'avaient pas été conçus. Les quais étaient insuffisants, les grues inadaptées, les entrepôts trop petits. Dans les premiers mois de l'occupation, les Alliés investirent des dizaines de millions de dollars pour agrandir ces installations portuaires. De nouveaux quais flottants furent construits, des grues furent importées de Grande-Bretagne et des États-Unis, et des entrepôts souterrains furent creusés pour protéger le matériel des attaques aériennes allemandes occasionnelles. Depuis les ports, le matériel devait parcourir plus de 2000 km vers le nord à travers le territoire iranien. La clé était le chemin de fer transiranien, cette œuvre d'ingénierie que Reza Shah avait construite dans les années 30 avec de la main-d'œuvre iranienne et des capitaux étrangers. La ligne reliait Bandar Shahpur dans le golfe Persique à Bandar Shah dans la mer Caspienne, traversant la chaîne du Zagros à l'ouest et celle de l'Alborz au nord. C'était une voie techniquement extraordinaire. Elle comprenait 224 tunnels avec une longueur totale de 47 km de roches percées et plus de 4100 ponts et viaducs.
C'était, et cela reste, l'une des constructions ferroviaires les plus complexes du XXe siècle. Le problème était que le chemin de fer iranien avait été construit selon des critères d'efficacité économique pour un trafic en temps de paix et non pour transporter la quantité de matériel que la survie de l'Union soviétique exigeait. La capacité initiale était d'environ 2000 tonnes par jour. Pour être utile comme corridor de ravitaillement, il fallait atteindre au moins 10 fois cette quantité. Les ingénieurs militaires britanniques, et plus tard américains, affrontèrent le problème avec un mélange d'improvisation brillante et de ressources industrielles massives. Les premières années de fonctionnement du corridor furent les plus difficiles. Les locomotives iraniennes étaient peu nombreuses et en mauvais état. Les mécaniciens locaux n'avaient pas l'expérience nécessaire pour assurer une exploitation continue 24 heures sur 24. Les gares ne disposaient pas d'ateliers adaptés à la maintenance d'urgence. Le chemin de fer devint un éternel problème d'engorgement, du matériel entassé dans les ports en attente de wagons, des wagons en attente de locomotives, des locomotives en attente de réparation. La solution vint avec l'entrée des États-Unis dans la guerre en décembre 1941. Le président Roosevelt désigna l'Iran comme zone d'opération prioritaire et en 1942, un torrent de ressources américaines commença à affluer vers le corridor. Le service des approvisionnements de l'armée américaine sous le commandement du général Donald Connolly prit en charge la gestion du chemin de fer et entreprit une transformation radicale. Plus de 200 locomotives de haute puissance fabriquées aux États-Unis furent importées. Des voies supplémentaires furent posées dans les sections les plus congestionnées. Des ateliers de réparation équipés de machines modernes furent construits. Des bataillons entiers de soldats américains spécialisés dans les opérations ferroviaires furent formés. La route terrestre parallèle au chemin de fer, connue sous le nom de route transiranienne, fut tout aussi cruciale. Les ingénieurs du corps du génie de l'armée américaine élargirent et asphaltèrent des centaines de kilomètres de routes secondaires afin de créer des colonnes de transport par camion qui soulageaient la pression sur le rail. Au point de plus forte congestion, des convois de milliers de camions circulaient en sens alterné sur les mêmes routes selon des horaires coordonnés. Le système de transport routier parvint à lui seul à déplacer plus de 100 000 tonnes par mois dans ses meilleurs moments d'exploitation. À la fin de 1943, le corridor persan transportait plus de 300 000 tonnes de matériel par mois vers l'Union soviétique. Sur l'ensemble de la guerre, le corridor transféra un total d'environ 4 millions de tonnes de fournitures, comprenant plus de 180 000 véhicules, plus de 4 700 chars, 1 900 locomotives, 11 000 wagons de chemin de fer, ainsi que d'énormes quantités de nourriture, de carburant, de munitions, de médicaments et d'équipements industriels. Le pétrole iranien s'écoulait également vers le nord, contribuant directement au carburant nécessaire aux forces soviétiques pour déplacer leurs armées. Le rôle du corridor persan dans la survie soviétique fut débattu pendant des décennies. Les dirigeants soviétiques, tant pendant la guerre qu'après, eurent tendance à minimiser l'importance des fournitures alliées, en partie par fierté nationale et en partie pour des raisons idéologiques. Mais les propres déclarations privées de Staline, consignées dans les archives soviétiques partiellement ouvertes après 1991, montrent une appréciation très différente. Lors de la conférence de Téhéran de novembre 1943, Staline leva son verre et porta un toast spécifique aux livraisons du pré-bail, reconnaissant que sans elles, l'Union soviétique n'aurait pas pu maintenir sa production de guerre. Téhéran 1943. Le monde se réunit dans le pays occupé. La conférence de Téhéran, tenue du 28 novembre au 1er décembre 1943, fut la première rencontre en face-à-face entre les trois dirigeants des principales puissances alliées, Churchill, Roosevelt et Staline. Le fait qu'elle se soit tenue en Iran n'était pas un hasard. C'était le seul endroit où les trois pouvaient se réunir avec une relative sécurité logistique, étant donné que les Soviétiques comme les Britanniques contrôlaient déjà l'infrastructure du pays et pouvaient garantir la sécurité de la réunion. Pour l'Iran, la conférence représentait un paradoxe historique de première importance. Le pays avait été envahi 2 ans auparavant, occupé par 2 des 3 grandes puissances qui se réunissaient maintenant dans sa capitale pour décider du destin de la guerre et de l'après-guerre, et pourtant il n'eut aucune représentation dans les délibérations. Les Iraniens furent, littéralement,
les hôtes non invités d'une conférence qui allait définir le cours des années suivantes. La sécurité de la conférence fut une affaire qui impliqua tous les services de renseignement alliés. Le renseignement britannique avait détecté des rumeurs d'un plan allemand, l'opération Long Jump, supposément destinée à assassiner les 3 dirigeants à Téhéran. L'existence réelle de cette opération demeure l'un des mystères non résolus de la guerre. Le renseignement soviétique affirma avoir déjoué le complot grâce à des informations de son agent à Berlin, mais les archives allemandes ne contiennent aucune preuve concrète que le plan ait dépassé la phase de discussion. Certains historiens soutiennent que la menace a été délibérément exagérée par les soviétiques pour convaincre Roosevelt de séjourner à l'ambassade soviétique plutôt qu'à l'américaine, ce qui aurait facilité les écoutes. La question des écoutes dans l'ambassade soviétique mérite une attention en soi. Des années après la guerre, des fonctionnaires américains et des sources du renseignement soviétique confirmèrent que les appartements de Roosevelt dans l'ambassade de l'URSS étaient effectivement mis sur écoute. Les conversations privées du président avec son personnel, avec Churchill et ses propres pensées dictées à ses assistants furent enregistrées par les techniciens du NK-5D. Ce détail, connu depuis les années 60 mais rarement mis en avant dans les récits populaires de la conférence, jette une lumière particulière sur les négociations de Téhéran. Staline arrivait à chaque séance ayant littéralement entendu ce que Roosevelt pensait de lui, de Churchill et des principales questions en débat. C'était un avantage de négociation formidable. Ce qui est certain, c'est que l'ambiance de sécurité à Téhéran durant ces jours-là était extraordinairement tendue. Les rues du centre-ville furent vidées. Des tireurs d'élite postés sur les toits scrutaient les mouvements entre les ambassades. Les convois de véhicules blindés effectuaient des détours aléatoires pour dérouter d'éventuels assaillants. Et tout cela se déroulait dans une ville où la présence militaire alliée était visible à chaque coin de rue, où les troupes indiennes de la 3e division et les unités de l'armée rouge patrouillaient dans les quartiers avec une normalité qui devait être profondément déconcertante pour les habitants de Téhéran. La conférence produisit des accords d'une grande importance stratégique. L'engagement soviétique de déclarer la guerre au Japon une fois l'Allemagne vaincue, l'accord sur l'ouverture du front occidental en France et les premiers esquisses de ce qui allait devenir l'ordre international de l'après-guerre. Mais pour l'Iran, le résultat le plus concret fut la déclaration de l'Iran, un document dans lequel les 3 puissances reconnaissaient l'indépendance et la souveraineté iranienne et promettaient de retirer leurs troupes dans un délai de 6 mois après la fin des hostilités. C'était une promesse qui serait partiellement non tenue par les soviétiques, avec des conséquences qui marqueraient le début de la guerre froide. L'occupation, vie quotidienne sous 2 drapeaux étrangers. Pour les Iraniens ordinaires, l'occupation ne fut pas une abstraction géopolitique, mais une réalité quotidienne qui modifia profondément la vie dans les villes et à la campagne. Les conséquences économiques et sociales de la présence de centaines de milliers de soldats étrangers sur le territoire furent dévastatrices pour une grande partie de la population. Le premier impact fut inflationniste. Les armées alliées payaient en monnaie iranienne les biens et services dont elles avaient besoin, mais la production locale ne pouvait pas satisfaire la demande supplémentaire. Les prix des denrées alimentaires de base s'envolèrent. Le blé, le riz et le sucre devinrent plus chers de plus du double au cours des premiers mois de l'occupation. Pour les paysans et les travailleurs urbains aux revenus fixes, cela se traduisit par une véritable famine. Durant l'hiver 1942 à 1943, les villes du nord de l'Iran, en particulier Téhéran, subirent une grave crise alimentaire qui causa des dizaines de milliers de morts par inanition et par des maladies liées à la malnutrition. Le chemin de fer transiranien, devenu artère logistique alliée, ne fut plus disponible pour le transport interne de nourriture. Les wagons qui auparavant acheminaient les céréales des provinces agricoles vers les villes étaient désormais occupés par du matériel de guerre. Le gouvernement iranien protesta à plusieurs reprises auprès des commandants alliés, mais les besoins militaires avaient une priorité absolue. Le résultat fut une désorganisation du système de distribution alimentaire qui eut des conséquences tragiques pour la population la plus vulnérable. Le marché noir se développa avec une rapidité qui surprit même les autorités alliées. Des commerçants sans scrupules accaparaient les denrées de base pour les revendre à des prix multipliés. Les produits importés qui arrivaient avec les convois alliés se retrouvaient sur le marché civil iranien à des prix exorbitants.
La corruption dans les douanes et aux points de contrôle militaire fut endémique dès les premiers mois de l'occupation. Pour des secteurs de la classe moyenne iranienne ayant accès à des devises ou à des contacts avec le personnel militaire allié, la guerre représenta en revanche une opportunité économique considérable. Le commerce consistant à fournir nourriture, hébergement, transport et services de toutes sortes aux armées occupantes engendra des fortunes qui furent redistribuées dans l'économie iranienne de l'après-guerre. Les troupes soviétiques, dans le nord du pays, introduisirent un autre élément de perturbation. L'armée du front nord soviétique ne maintint pas toujours la discipline que les autorités iraniennes auraient souhaitée. Il y eut des incidents de pillage, d'extorsion et de violence contre la population civile dans plusieurs villes du nord-ouest. Les communautés azéries du nord de l'Iran, ethniquement liées à la République soviétique d'Azerbaïdjan, reçurent une attention particulière de la part des commissaires politiques soviétiques qui commencèrent discrètement à promouvoir des sentiments séparatistes qui émergeraient pleinement à la fin de la guerre. Dans le sud, la présence britannique fut formellement plus disciplinée, mais aussi plus intrusive à certains égards. L'Anglo-Iranian Oil Company reprit le contrôle total de ses installations, désormais avec un soutien militaire direct, et les conditions de travail des ouvriers iraniens dans les raffineries ne s'améliorèrent pas de manière significative par rapport à l'avant-guerre. Les quartiers européens d'Abadan et d'autres villes pétrolières restèrent des espaces ségrégés où les travailleurs iraniens ne pouvaient pas entrer librement. Il y eut cependant des aspects de l'occupation qui produisirent des conséquences positives à long terme, bien qu'involontaires. La présence massive de troupes américaines à partir de 1942 introduisit des éléments de la culture et de la technologie nord-américaine qui eurent un impact profond sur la classe moyenne iranienne. Les soldats et techniciens américains arrivèrent avec leurs films, leur musique, leurs coutumes et, surtout, avec une attitude envers les Iraniens qui contrastait avec la condescendance coloniale britannique. Pour de nombreux jeunes Iraniens de l'époque, les Américains représentaient un modèle différent de puissance occidentale. Moderne, dynamique et, en apparence, dépourvu des prétentions impériales qui caractérisaient les Britanniques et les Russes. La ville de Téhéran changea physiquement durant les années d'occupation d'une manière dont ses habitants se souviendraient des décennies plus tard. Les quartiers du Nord, où se concentraient les ambassades et les résidences du personnel allié, virent proliférer des restaurants, des boutiques et des services destinés aux étrangers. Le cinéma américain arriva massivement. Les films hollywoodiens, qui auparavant mettaient des mois ou des années à atteindre les rares salles de la capitale, étaient désormais projetés avec seulement quelques semaines de retard sur leur sortie à New York. La musique de Glenn Miller et de Benny Goodman résonnait dans les clubs du nord de la ville, fréquentés par le personnel militaire allié et les Iraniens de la haute société qui pouvaient y accéder. La langue anglaise acquit un prestige que le français avait jusque-là dans l'élite instruite et une génération de jeunes Iraniens orienta ses aspirations éducatives vers les universités américaines plutôt qu'européennes. Cette fascination pour les États-Unis fut l'une des graines du complexe et tragique amour-haine entre l'Iran et l'Amérique du Nord qui se développerait dans les décennies suivantes, culminant avec la révolution de 1979 et les tensions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Le problème allemand, espion, agent et l'ombre du Reich. L'un des aspects les plus sombres et les plus fascinants de l'Iran en temps de guerre est l'activité réelle du renseignement allemand dans le pays pendant et après l'invasion alliée. Les milliers de techniciens et d'ingénieurs allemands qui avaient servi de prétexte à l'opération alliée furent expulsés dans les premiers jours de l'occupation, mais l'Allemagne n'abandonna pas l'Iran comme champ d'opération clandestine. L'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand, et la SD, le renseignement de l'appareil de sécurité nazi, maintinrent des réseaux d'agents iraniens tout au long de la guerre. La tâche principale de ces agents était de perturber les opérations du corridor perse, de recueillir des informations sur les mouvements de ravitaillement alliés et de maintenir vivante la possibilité d'un tournant pro-allemand dans la politique iranienne si la situation militaire venait à changer. L'agent allemand le plus célèbre de ce réseau fut Franz Mayer, un officier de la SS qui fut infiltré en Iran par parachutage en 1943. Mayer établit des contacts avec des éléments de l'armée iranienne ainsi qu'avec certains aristocrates et hommes politiques qui conservaient des sympathies pro-allemandes et organisa un réseau d'informateurs qui transmettaient des données sur le corridor perse.
Son opération fut finalement démantelée par le renseignement britannique à l'automne 1943, peu avant la conférence de Téhéran. La capture de Mahir fut en elle-même un épisode classique d'espionnage. Le MI6 avait infiltré un agent dans le réseau de contacts iranien de l'officier allemand et pendant des mois avait reçu des informations sur ses mouvements et ses méthodes de communication. Lorsque les autorités iraniennes, agissant en coordination avec les Britanniques, procédèrent à l'arrestation dans une maison de Téhéran, elles trouvèrent un équipement radio, des documents chiffrés et une liste de contacts qui permit de démanteler une grande partie du réseau existant. Mahir survécut à la guerre en tant que prisonnier et retourna en Allemagne dans les années 50, où il mena une vie relativement discrète jusqu'à sa mort dans les années 80. Mais au-delà des agents individuels, la question la plus intrigante et la moins résolue est de savoir dans quelle mesure il a existé un réseau de collaboration iranien avec le renseignement allemand disposant d'une véritable capacité opérationnelle. Les archives alliées indiquent que plusieurs cellules d'espionnage furent démantelées, que plus d'une centaine de collaborateurs iraniens furent identifiés et que plusieurs opérations de sabotage contre le chemin de fer furent interrompues. Cependant, les dommages effectifs causés au corridor perse par ces activités furent minimes. Aucun sabotage de grande ampleur réussi contre les infrastructures ferroviaires ou portuaires n'est attesté durant toute la guerre. Une explication possible est que la majorité des Iraniens qui sympathisaient avec l'Allemagne le faisaient par opposition à l'impérialisme britannique et soviétique et non par adhésion au nazisme en tant que système. Leur collaboration avec l'Abwehr était tactique, non idéologique. Lorsqu'il devint clair que l'Allemagne perdrait la guerre, ses sympathies s'évaporèrent rapidement. Les archives de l'Abwehr, capturées à la fin de la guerre, révèlent une frustration croissante des officiers du renseignement allemand face au manque d'engagement réel de leurs contacts iraniens. Des agents qui percevaient des paiements, mais fournissaient des informations de faible valeur, des collaborateurs qui promettaient plus qu'ils ne livraient, des réseaux qui s'effondraient sous la première pression. La question de l'opération Long Jump, le supposé plan d'assassinat des trois grands à Téhéran, appartient à ce territoire gris entre le fait et la légende. Les soviétiques affirmèrent que leur agent à Berlin, identifié par la suite comme l'officier de renseignement soviétique Nikolaï Kouznetsov, avait découvert le plan et donné l'alerte à temps. La version soviétique décrit une opération élaborée, des parachutistes allemands infiltrés dans les montagnes iraniennes, un réseau de soutien local, un plan détaillé pour attaquer les ambassades. Mais les archives de l'Abwehr et du ministère allemand des Affaires étrangères, accessibles après la guerre, ne contiennent aucun ordre opérationnel relatif à une telle opération. L'historien américain David Rigdon, qui enquêta de manière approfondie sur la question à la fin du XXe siècle, conclut qu'il y eut probablement des discussions préliminaires à Berlin sur la possibilité d'une telle opération, mais qu'elle n'a jamais pris la forme d'un plan concret, et encore moins d'une opération exécutable. L'impact stratégique. Combien le corridor persan a-t-il réellement compte? La question centrale concernant l'opération Contenance, celle qui donne un sens historique à toute l'entreprise, est la suivante. Le corridor persan a-t-il été réellement décisif pour la survie soviétique et la victoire alliée? La réponse, comme c'est le cas pour la plupart des grandes questions historiques, est nuancée mais, en dernière analyse, affirmative. Pour comprendre l'impact réel, il faut le situer dans le contexte des trois principaux corridors par lesquels ont transité les fournitures du programme Land-Lease vers l'Union soviétique. Le premier était la route arctique depuis les ports nord-américains et britanniques jusqu'à Mourmansk et Arkhangelsk. C'était la plus directe mais aussi la plus dangereuse. Les convois de l'Arctique ont subi des pertes dévastatrices aux mains des sous-marins allemands et de l'aviation à long rayon d'action de la Luftwaffe. Le célèbre convoi PQ-17 en juillet 1942 fut pratiquement détruit. Sur les 35 navires qui partirent, 24 furent coulés avec la perte de 430 chars, 210 avions et plus de 3300 véhicules. Le deuxième corridor était la route du Pacifique, depuis les ports nord-américains jusqu'à Vladivostok. C'était la plus sûre en termes d'attaque de l'axe, car les Japonais, engagés dans la neutralité soviéto-japonaise de 1941, n'attaquaient pas les convois naviguant sous pavillon soviétique. Mais elle avait ses propres goulets d'étranglement logistique.
Le chemin de fer transsibérien était un système à voie unique sur de nombreux tronçons, et la capacité de transport vers l'ouest était limitée. Le troisième corridor était le persan. Tout au long de la guerre, la répartition des fournitures du Lend-Lease entre les trois routes était approximativement la suivante. La route arctique transportait environ 22% du total, la route du Pacifique environ 47% et le corridor persan 23%. Un petit pourcentage supplémentaire arrivait par des routes aériennes ou par la route de la Caspienne directement depuis l'Iran. En termes absolus, le corridor persan a transporté environ 4,5 millions de tonnes métriques de matériel au cours des 4 années de son fonctionnement. Cela incluait plus de 180 000 véhicules motorisés de tout type, des jeeps aux camions de 10 tonnes, plus de 4 000 chars, près de 2 000 locomotives ferroviaires et des dizaines de milliers de wagons, ainsi que des quantités immenses d'acier, d'aluminium, de cuivre, d'explosifs, de nourriture en conserve, de chaussures militaires, de médicaments, de vêtements chauds, de câbles de télécommunications et des centaines d'autres articles. La signification stratégique de ces chiffres est difficile à exagérer lorsqu'on considère l'état de l'économie de guerre soviétique en 1942. La perte des territoires occupés par l'Allemagne avait supprimé de l'accès soviétique 41% de sa production ferroviaire, 42% de la production d'électricité, 62% de l'extraction de charbon et 100% de l'extraction de charbon et 61% de la production de fer. Dans ces circonstances, les approvisionnements extérieurs n'étaient pas un luxe mais une nécessité de survie industrielle. Le général soviétique Georgi Zhukov, dont la franchise dans ses mémoires écrites dans les dernières années de sa vie contraste avec la propagande officielle, a écrit que sans les camions américains, l'armée rouge n'aurait pas pu mener les grandes opérations offensives à partir de 1943. L'armée soviétique ne disposait pas de la capacité de production propre pour fabriquer des véhicules motorisés en quantité nécessaire pour une guerre de manœuvre à l'échelle exigée par les opérations de Koursk à Berlin. Les 180 000 véhicules du Lend-Lease constituaient la mobilité de l'armée rouge durant ces années de victoire. Les 2000 locomotives envoyées à travers le corridor persan et d'autres routes méritent une attention particulière. Le système ferroviaire soviétique était le nerf central de toute l'économie de guerre et du mouvement des troupes. Les pertes de matériel ferroviaire durant les premières années de la guerre avaient été catastrophiques. Sans les locomotives américaines, la capacité du système ferroviaire soviétique aurait été insuffisante pour assurer simultanément l'approvisionnement industriel et le mouvement militaire. La victoire de Stalingrad, par exemple, a nécessité le transport de plus d'1 million de soldats et de quantités immenses de matériel en quelques semaines. Une entreprise logistique qui aurait été impossible sans les locomotives du Lend-Lease. Il existe un argument contrefactuel que les historiens militaires ont exploré à plusieurs reprises. Que se serait-il passé si les Alliés n'avaient pas envahi l'Iran et si le corridor n'avait pas existé? La réponse la plus probable n'est pas que l'URSS se serait effondrée, mais que la guerre se serait prolongée de manière significative. Sans les véhicules américains, l'armée rouge aurait mis plus de temps à reconstituer sa capacité offensive après Stalingrad. Sans les locomotives, la logistique des grandes opérations de 1944 aurait été beaucoup plus lente. Le coût humain d'une guerre plus longue, mesuré en millions de vies supplémentaires sur les fronts soviétiques, dans les camps de concentration allemands et dans les combats du Pacifique, est incalculable, mais sans aucun doute énorme. La crise de l'Azerbaïdjan, le premier épisode de la guerre froide. La promesse faite dans la déclaration de Téhéran de 1943, qui engageait les Alliés à retirer leurs troupes d'Iran dans un délai de 6 mois après la fin des hostilités, est devenue le premier grand affrontement de ce qui allait être la guerre froide. L'Allemagne s'est rendue le 8 mai 1945. Le délai de retrait expirait le 2 mars 1946. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont retiré leurs forces dans les délais. L'Union soviétique ne l'a pas fait. Pour comprendre pourquoi les Soviétiques ont refusé de retirer leurs troupes, il faut considérer la politique soviétique dans le nord de l'Iran durant les 4 années d'occupation. L'armée soviétique avait maintenu en permanence les forces du gouvernement iranien hors des provinces de l'Azerbaïdjan iranien et du Kurdistan, sous contrôle soviétique. Ce n'était pas un hasard.
Les commissaires politiques soviétiques avaient travaillé systématiquement à construire des structures politiques pro-soviétiques dans ces régions, en exploitant les affinités ethniques de la population azerbaïdjanaise et kurde avec leurs homologues en territoire soviétique. En décembre 1945, alors que le délai de retrait approchait, les soviétiques ont activement facilité la proclamation de deux entités séparatistes dans le nord de l'Iran. La République populaire d'Azerbaïdjan, dirigée par le communiste Saïed Jafar Pichevari, et la République du Kurdistan de Mahabad, dirigée par le juge Qazi Muhammad. Ces entités disposaient de leurs propres armées, armées d'équipements soviétiques, de leurs propres administrations et de leur propre monnaie. Elles bénéficiaient du soutien logistique et politique direct du Parti communiste de l'Union soviétique. Lorsque le gouvernement iranien tenta d'envoyer des troupes dans le nord pour rétablir l'autorité de l'État, les unités de l'armée rouge encore présentes sur le sol iranien leur bloquèrent physiquement le passage. L'incident fut l'un des plus graves de l'histoire diplomatique immédiate de l'après-guerre. Une armée étrangère empêchant activement un gouvernement souverain d'exercer son autorité à l'intérieur de ses propres frontières. La logique soviétique derrière les républiques séparatistes était double. Premièrement, un Azerbaïdjan iranien autonome ou annexé représenterait un tampon de sécurité sur le flanc sud de l'URSS et éloignerait toute menace potentielle des installations pétrolières de Bakou, la principale source de pétrole soviétique. Deuxièmement, l'accès aux gisements pétroliers du nord de l'Iran, dont on savait qu'ils contenaient des réserves importantes, était une priorité stratégique que Staline n'était pas disposé à abandonner sans obtenir quelque chose en échange. La crise de l'Azerbaïdjan iranien fut portée devant le tout nouveau Conseil de sécurité des Nations Unies en janvier 1946, devenant l'une des premières affaires que cet organisme dut examiner, et l'un des premiers cas dans lesquels l'Union soviétique utilisa son droit de veto pour bloquer des mesures contre ses propres intérêts. Le débat au Conseil de sécurité attira l'attention du monde et fut l'un des premiers moments où la tension entre l'URSS et l'Occident devint pleinement visible pour l'opinion publique internationale. La résolution de la crise passa par une négociation bilatérale soviéto-iranienne au cours de laquelle le Premier ministre iranien Ahmad Kavam se rendit à Moscou en février 1946. Kavam était un négociateur extraordinairement habile. Il proposa à Staline la création d'une compagnie pétrolière mixte soviéto-iranienne qui donnerait à l'URSS accès aux gisements du nord du pays, et promit d'inclure des ministres du parti Tudeh, communiste iranien, dans son cabinet. Staline, satisfait de ces concessions, ordonna le retrait des troupes soviétiques en avril 1946. Ce qui se produisit ensuite fut une démonstration de l'habileté politique iranienne. Une fois les troupes soviétiques parties du territoire, l'armée iranienne marcha vers le nord et écrasa les républiques séparatistes en moins d'une semaine. La République populaire d'Azerbaïdjan s'effondra en décembre 1946. Pichevari s'enfuit en URSS, où il mourut dans un accident de voiture en 1947, dans des circonstances que certains historiens jugent suspectes. La République du Kurdistan de Mahabad fut liquidée en même temps. Qazi Muhammad fut jugé et exécuté sur la place principale de Mahabad en mars 1947. Quant à la compagnie pétrolière mixte promise, le Parlement iranien la rejeta en 1947. Kavam avait négocié en sachant parfaitement que le Majlis, Parlement iranien, n'approuverait jamais la concession pétrolière aux Soviétiques. La promesse était une tactique pour gagner du temps jusqu'à ce que l'armée puisse reprendre le contrôle du Nord. Staline avait été dupé avec ses propres outils. Héritages et conséquences de 1941 à aujourd'hui. L'opération Contenance ne fut pas seulement un épisode militaire de 4 jours en août 1941. Elle fut le début d'une transformation profonde de l'Iran qui continua à résonner tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et dont les effets se font encore sentir dans la politique iranienne contemporaine. L'héritage le plus immédiat fut la démonstration de la vulnérabilité iranienne face aux puissances étrangères. Le fait que le pays ait pu être envahi en quelques heures, son armée dissoute en quelques jours et son roi déposé en quelques semaines, produisit un traumatisme national qui devint le carburant de tous les mouvements politiques ultérieurs, du socialisme à l'islamisme.
La méfiance profonde envers le pouvoir étranger, qu'il soit britannique, soviétique et plus tard américain, qui caractérise une grande partie de la politique iranienne moderne, trouve ses racines directes dans l'expérience de 1941. Le deuxième héritage fut le pétrole comme champ de bataille politique. La guerre confirma aux yeux de la classe politique iranienne que la ressource pétrolière était le véritable moteur de la convoitise étrangère envers son pays. Le mouvement de nationalisation du pétrole iranien, qui culmina en 1951 avec l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Mohammad Mossadegh et la nationalisation de l'Anglo-Iranian Oil Company, ne peut être compris sans le contexte de l'occupation de 1941. Mossadegh était un homme politique qui avait vécu l'invasion en tant que parlementaire et dont l'obsession pour la souveraineté iranienne sur ses propres ressources était indissociable du souvenir de ce qui s'était produit sous Reza Shah. Mossadegh représente peut-être la figure la plus tragique de cette longue chaîne de conséquences. Juriste et aristocrate de formation européenne, défenseur de la démocratie parlementaire et de la souveraineté nationale, il construisit sa carrière politique sur le rejet de toute forme de tutelle étrangère. Lorsqu'il devint Premier ministre en 1951 et promut la nationalisation du pétrole, il n'agissait pas sur un élan idéologique abstrait, mais sur une logique concrète. L'Iran avait payé en 1941 le prix de la dépendance étrangère par l'invasion de son territoire, et la seule manière d'éviter que cela ne se reproduise était de reprendre le contrôle de ses propres ressources. La logique était irréprochable. La fin fut le coup d'État de 1953. Le coup d'État de 1953 qui renversa Mossadegh, organisé par la CIA américaine et le MI6 britannique dans le cadre de l'opération Ajax et ensuite confirmé officiellement par les deux pays, est l'épisode qui relie le plus directement l'occupation de 1941 à la révolution de 1979. Les Iraniens qui vécurent ces deux épisodes virent dans le coup d'État de 1953 une confirmation de la leçon de 1941, que les puissances occidentales ne respecteraient pas la souveraineté iranienne lorsque leurs intérêts économiques seraient en jeu. Pour la génération qui fit la révolution de 1979 menée par l'ayatollah Khomeini depuis son exil à Paris, l'expérience accumulée de 1941, 1946, 1950 et 1953 formaient une chaîne d'humiliations impériales, justifiant toute rupture radicale avec l'ordre occidental. L'opération Contenance laissa également des traces dans l'architecture de sécurité du Moyen-Orient. L'établissement de la route logistique à travers l'Iran démontra l'importance stratégique du pays pour toute puissance, cherchant à projeter son influence depuis le sud vers l'espace post-soviétique, ou inversement. Cette leçon ne fut pas perdue pour les planificateurs militaires de la guerre froide qui continuèrent à considérer l'Iran comme un pivot stratégique de premier ordre. La décision du Shah Mohammad Reza de s'aligner sur les États-Unis pendant la guerre froide, devenant le principal gendarme américain du Golfe Persique, fut en partie une réponse à la même logique géopolitique qui avait guidé les Alliés en 1941. Celui qui contrôle l'Iran contrôle l'accès au cœur de l'Eurasie. La question kurde, l'un des conflits les plus persistants du Moyen-Orient moderne, trouve également l'une de ses racines dans la période de l'occupation. La République du Kurdistan de Mahabad de 1946, bien qu'éphémère, fut le premier État kurde moderne, et sa mémoire est devenue une référence constante pour le mouvement national kurde en Iran, en Irak et en Turquie depuis lors. Le procès et l'exécution de Qazi Muhammad sur la place de Mahabad sont encore aujourd'hui un symbole de martyr pour de larges secteurs du nationalisme kurde. Et le drapeau adopté par sa république reste celui du mouvement kurde international. Il existe un dernier angle que l'historiographie occidentale a tardé à intégrer, le point de vue iranien sur l'opération Contenance. Dans le récit allié, longtemps dominant, l'invasion était une nécessité stratégique justifiée par l'urgence de la guerre et le risque que l'Iran tombe dans l'orbite allemande. Dans le récit iranien, l'opération fut une invasion impérialiste d'un pays neutre qui ne représentait jamais une menace réelle pour aucune des puissances envahissantes. Les deux récits contiennent des vérités partielles. L'Iran était formellement neutre mais disposait d'une présence allemande significative que les puissances alliées avaient des raisons de considérer comme un risque potentiel. En même temps,
La rapidité avec laquelle les Alliés profitèrent de ce prétexte pour établir un contrôle politique et économique complet sur le pays suggère que leur motivation allait bien au-delà de l'expulsion de quelques ingénieurs civils allemands. Le nom même donné à l'opération par les Alliés, Countenance, en anglais visage ou apparence, est révélateur a posteriori. Une Countenance est aussi une expression d'approbation ou de tolérance. Le choix du terme a peut-être été fortuit, mais l'écho sémantique est approprié. Les Alliés ont toléré l'invasion d'un pays neutre parce que l'urgence de leurs propres besoins stratégiques rendait cette tolérance nécessaire. C'était, dans le langage de la realpolitik, une opération qui maintenait les apparences de l'égalité tout en exécutant une violation incontestable de la souveraineté nationale. Ce qui rend l'opération Countenance digne d'attention au-delà de sa valeur comme épisode militaire est précisément cette complexité morale et stratégique. Ce ne fut ni une opération de conquête, ni un acte d'agression idéologique. Ce ne fut ni un crime de guerre, ni un acte d'héroïsme. Ce fut quelque chose de plus difficile à classer. Une décision prise au milieu de la plus grande urgence militaire de l'histoire moderne, avec des conséquences qui s'étendirent sur des décennies et transformèrent un pays d'une manière qu'aucun de ses acteurs n'avait entièrement prévue ni souhaitée. L'Iran, qui émergea de la Seconde Guerre mondiale, était profondément différent de celui qui y était entré. Son roi avait changé, son armée avait été humiliée et reconstruite, son infrastructure avait été transformée par des mains étrangères, sa population avait connu l'inflation, la faim et la présence massive de soldats de 4 pays différents dans ses rues. Et sous tout cela fermentaient les contradictions qui exploseraient en 1951, en 1953. Et finalement avec une force qui transforma la géopolitique mondiale en 1979. L'opération Countenance ne fut pas seulement une bataille oubliée, elle fut le début d'une histoire qui n'est pas encore terminée.